Bonjour, ravi d'être parmi vous pour vous parler des parasites cutanés, une conférence très intéressante dans votre module de dermatologie d'externe. Les parasites cutanés, ce sont des infections cutanées, ce sont des infections de la peau causées par un agent appelé parasite. Des infections très hétérogènes. On va voir ensemble aujourd'hui la leishmaniose cutanée, la gale, puis l'épédiculose. Comme objectif pédagogique, je vous y tracé définir la maladie, reconnaître le cycle du parasite, décrire la présentation clinique typique et avoir les principes de la prise en charge de chaque parasitose. Commençons par la leishmaniose cutanée, qui est une infection commune à l'homme et à certains animaux causée par des parasites flagellés du genre Leishmania, transmise par des insectes vecteurs, les phlebotomes, qui piquent en général la nuit. Sur le plan épidémiologique, un état d'endémie mondiale avec 1 million de nouveaux cas constatés chaque année, survenant à tout âge. Donc, état endémique dans 88 pays, donc localisé surtout dans le bassin méditerranéen, l'Inde, la Chine, les zones intertropicales et l'Afrique orientale. Qu'en est-il en Algérie? Donc longtemps confiné dans le premier foyer à Biskra, puis il y a eu une extension, une migration de la leishmaniose cutanée vers Msila, Balika, Batna, Borj Bouarerij, puis enfin Atiat. Mais actuellement, toute l'Algérie est considérée comme épidémique, constituant ainsi un problème de santé publique. Les données parasitologiques, l'agent est appelé Leishmania, est un protozoaire flagellé, le genre responsable de la plupart des cas des leishmanioses cutanées dans le Maghreb est appelé Leishmania major. Deux formes pour le parasite, ou deux stades plutôt. Donc le stade promastygote. Donc voici l'état du parasite, muni d'un flagelle antérieur lui permettant une mobilité de l'estomac de l'insecte jusqu'à le système œsophage pharynx. On va y revenir lors du cycle du parasite. Et une deuxième forme appelée ou dite amastygote, sans flagelle, comme vous voyez, une forme ovoïde sans flagelle, donc séjournant dans le système macrophage, phagocyte chez l'homme ou l'animal réservoir ou l'hôte en général. On va y revenir. Donc une forme promastygote avec flagelle chez l'insecte, une forme amastygote sans flagelle chez l'hôte, donc l'homme ou l'animal réservoir. Le vecteur est appelé phlébotome. C'est la femelle qui est hématophage qui est responsable de la transmission de la maladie. Elle pique en général la nuit, la saison estivale en général. Elle exige la chaleur, l'humidité et l'obscurité pour se développer. Le réservoir, c'est l'hôte vertébré, c'est soit un animal, soit les rongeurs, le chien, le chat ou les rats de sable. Donc j'ouvre une parenthèse par rapport aux rats de sable. Donc le rat de sable appelé au niveau du foyer initial de Biskra, le Meriones shawi par rapport à la localisation était responsable de la transmission de la plupart des agents de la leishmaniose dans cette région de Shawiya, c'est Biskra, donc appelé communément chez les habitants de Biskra Meriones shawi. Donc le cycle parasitaire, deux phases. Une phase chez l'hôte vertébré, l'homme ou le Meriones shawi, le chien ou le chat, et une deuxième phase chez l'insecte. Donc lors d'un repas sanguin, l'insecte, le phlébotome femelle, lors de sa piqûre la nuit, va déposer la forme promastygote sur la peau de l'être humain. Donc elle sera
reçu par le système phagocyte-macrophage, c'est le système macrophagique, élimination du flagelle, donc c'est la forme devenant une forme amastygote comme vous voyez ici. Donc c'est des formes ovoïdes sans flagelle à l'intérieur du macrophage, multiplication à l'intérieur du macrophage, puis éclosion, enfin, quatrième étape, éclosion du macrophage et libération de la forme amastygote, puis infestation et infection d'autres macrophages à côté. Donc passons à la deuxième phase. Lors d'un nouveau repas de l'insecte, donc l'insecte va apporter avec elle le macrophage contenant des formes amastygotes, éclosion du macrophage, maturation du système de la forme amastygote. Elle va se munir d'un flagelle devenant une forme promastygote. Division binaire au niveau du système digestif de l'insecte, puis migration de l'estomac vers le système œsophage pharynx de l'insecte et le cycle se reproduit. Les aspects cliniques. Donc, c'est une leishmaniose cutanée est une affection très polymorphe sur le plan clinique. On individualise 4 formes: la forme cutanée localisée, la forme cutanée diffuse, la forme cutanéo-muqueuse et la forme cutanéo-viscérale. Donc commençons par la forme cutanée localisée. Inoculation l'été, déjà dit. L'incubation est de 2 à 3 mois. Donc la forme clinique typique, on va dire, ou le type de description est appelé bouton d'Orion ou clou de Biskra par rapport au premier foyer de Biskra. Donc le siège, c'est les parties découvertes en général, le visage, les mains, les avant-bras, les membres inférieurs. Le début, c'est une papule rouge sombre, donc je vous rappelle, la papule, c'est une lésion élémentaire primaire palpable à contenu solide, ne dépassant pas le 10 mm de diamètre. En général, c'est une lésion unique. Parfois, c'est des lésions multiples. Donc, la papule va prendre de taille, devenant un nodule, donc dépassant les 10 mm de diamètre. Le nodule va s'ulcérer au centre, donnant un nodule ulcéreux au centre, une perte de substance centrale. Puis, il va se couvrir d'une croûte, donnant un nodule ulcéro-croûteux. Vous voyez donc une partie découverte, c'est l'avant-bras. 2 lésions, donc c'est une leishmaniose multiple, non unique. 2 lésions nodulaires, un nodule, la lésion élémentaire. Ulcération centrale, un nodule ulcéreux et une croûte enlevée ici. Donc un nodule ulcéro-croûteux, c'est la forme typique de la leishmaniose cutanée. Le clou de Biskra, c'est ça le clou de Biskra, ou le bouton d'Orion. À noter que la lésion typique de la leishmaniose cutanée est indolore, sans signe fonctionnel, pas d'adénopathie ou lymphangite locorégionale et pas d'atteinte viscérale, donc c'est une atteinte cutanée pure. Il y en a plusieurs formes cliniques autres, c'est pas très important pour vous, la forme lipoïde, la forme sporotrichoïde, donc multiple suivant un trajet lymphatique, ici c'est une atteinte de l'avant-bras. Une forme impétigénoïde ressemblant à un impétigo chez l'enfant. La forme vériqueuse, hyperkératosique, la forme végétante et la forme pseudo-tumorale. Comment faire le diagnostic d'une leishmaniose cutanée? D'abord, le diagnostic est basé sur plusieurs éléments, des éléments anamnéstiques, cliniques, puis la confirmation parasitologique suit. Le diagnostic sur le plan anamnestique, la notion de séjour dans une zone d'endémie. Donc en Algérie actuellement, tout le pays est considéré comme endémique. La notion de piqûre d'insectes qui n'est pas toujours constante. La résistance aux traitements antiseptiques et antibiotiques. Les éléments cliniques, c'est l'absence de signes inflammatoires, le caractère indolore de la lésion malgré la teinte rouge, donc c'est un nodule non douloureux, pas d'adénopathie et pas de lymphangite, et le siège en général sur des zones découvertes. Le caractère évolutif, c'est l'évolution lente, en général c'est une lésion nodulaire qui remonte à 3 mois, 6 mois, 1 année,
le patient aurait consulté plusieurs médecins généralistes et dermatologues, a reçu plusieurs traitements antiseptiques ou antibiotiques sans résultat. Donc c'est une évolution torpide qui est en faveur du diagnostic. La forme cutanée diffuse comme deuxième forme. Donc c'est une forme rare touchant les patients immunodéprimés, ça ressemble à ça. C'est des lésions pseudotumorales multiples ici touchant la cuisse et les jambes. La forme cutanéo-muqueuse, donc c'est une atteinte cutanée et muqueuse en même temps. Elle touche en général les patients immunodéprimés. Donc une atteinte nasale ici, une atteinte nasale aussi, donc phagodynique, dévorant le pavillon nasal, une atteinte palatine, comme vous voyez. Donc terminons par la leishmaniose cutanéo-viscérale appelée Kala-Azar. D'accord, c'est des lésions primaires cutanées qui seront suivies par une atteinte viscérale. Donc une atteinte viscérale en premier suivie d'une atteinte cutanée. Sinon, c'est une atteinte viscérale avec une atteinte cutanée en même temps contemporaine. Sur le plan paraclinique, le diagnostic parasitologique se fait par un laborantin, c'est-à-dire par nos confrères parasitologues. Donc l'examen direct au microscope optique et la culture constitue l'examen de choix. Le prélèvement se fait par le frottis de raclage d'une croûte, un prélèvement de la sérosité, sinon une biopsie cutanée. La coloration se fait par le MJG, le May-Grunwald JMSA, d'accord, et on aura à l'examen direct au microscope optique des corps de Leishman qui ressemblent à ça. C'est des corps de Leishman qu'on les retrouve en général 3, 4, 5, 6 corps en intra-macrophagique. Ça ressemble à ça. Donc vous voyez ici donc un macrophage, une cellule contenant 1, 2, 3, 4, 5 formes à mastigote sans flagelle. C'est les formes à mastigote au corps de Leishman. La culture en cas de doute, donc elle prend 3 à 15 jours. Le milieu est appelé milieu NNN, Navy, Nickel, Nil. L'évolution de la leishmaniose est chronique, persistante et stable. La guérison spontanée est tardive, au minimum 1 an, avec comme diagnostic rétrospectif une cicatrice inesthétique déprimée, parfois rétractile. Vous voyez sur la photo cette cicatrice déprimée de mauvaise qualité qui témoigne de leishmaniose cutanée chez le patient. Donc pour le traitement, la leishmaniose cutanée est une affection bénigne en général dans sa forme commune. Cependant, de nombreuses formes nécessitent l'application d'un traitement. Donc il faut savoir qu'il y en a 3 voies pour l'administration du traitement. La voie parentéral constitue le traitement de choix. Donc le médicament de choix est appelé l'antimoniate de N-méthylglucamine ou glucontime. C'est des ampoules, des solutions pour injection intramusculaire à utilisation intra-hospitalière. Donc d'autres traitements par voie parentérale, la pentamidine, l'enfotericine B, etc. La voie orale, plusieurs produits, donc plusieurs médicaments, le métronidazole au flagyl, la rifampicine et le fluconazole qui ont un intérêt en matière de leishmaniose cutanée. Pour le traitement local, donc la cryothérapie ou le traitement par le froid, donc utilisé seul ou en association soit à des injections de glucontime ou association à des infiltrations locales, on va voir tout à l'heure, ou associé à un traitement par voie orale. Les infiltrations intralésionnelles par le N-méthylglucamine ou glucontime, comme vous voyez sur la photo, c'est une infiltration locale de cette lésion nodulaire au clou d'Orion sous bouton de Biskra, d'accord. Donc on va infiltrer la lésion sur 4 points cardinaux à 1 cm de la lésion chacune. Donc une à deux infiltrations par semaine pour le traitement d'une lésion unique. Le traitement par voie locale, la nouveauté sur le paramomycine, d'accord, qui a une activité dépassant les 86% de succès sur les leishmanias majeurs, l'agent de la leishmaniose en Algérie et dans le bassin méditerranéen. Qu'en est-il de la prophylaxie? Donc, contre le phlebotomes, il faut identifier les gènes des vecteurs et utiliser des insecticides à effet rémanent et moustiquaire. Et contre le réservoir, il faut aménager le territoire pour lutter contre les rongeurs, les chiens, les chats qui peuvent être porteurs. Conclusion, la leishmaniose cutanée
est une affection parasitaire fréquente constituant un problème de santé publique en Algérie, un polymorphisme clinique comme on a vu les différentes formes cliniques et constituant un véritable problème de santé publique, oui, d'où l'importance de la prophylaxie par l'action et sur les vecteurs et sur les réservoirs. On passe maintenant à la gale et les pédiculoses. Donc la gale et les pédiculoses, c'est deux affections qui constituent un motif de consultation fréquent chez le médecin omnipraticien, le médecin généraliste, touchant une catégorie bien particulière de la société, en général la catégorie pédiatrique pour les pédiculoses et la gale pour tout âge. Donc, pour la gale est une ectoparasitose impliquant la peau, transmission interhumaine exclusive, elle est très contagieuse, répartition mondiale et recrudescence ces dernières années avec la détérioration du niveau économique et la vie en collectivité, donc motif de consultation très fréquent. Répartition mondiale, facteurs favorisant bien sûr la pauvreté, le manque d'hygiène, la promiscuité. Donc c'est une véritable infection sexuellement transmissible, d'accord? Si vous recevez des cas de gale chez un patient ou chez une patiente en pleine activité génitale, d'accord? Il faut pas oublier de soupçonner le caractère sexuellement transmissible de la gale. S'il vous plaît, il ne faut pas oublier de convoquer le partenaire et dépister les autres infections sexuellement transmissibles. D'accord? Hépatite B, HIV, syphilis, plus ou moins hépatite C. La transmission est interhumaine, donc soit par contact direct rapproché sexuel ou contagion familiale, ou contact indirect par le linge et la literie, les vêtements. Rappel parasitologique, l'agent responsable est appelé Sarcops scabiei hominis, parasite humain obligatoire, avec une contamination assurée par l'acarien femelle. Le cycle du parasite. Donc après fécondation de la femelle va creuser un sillon. Donc cette ligne jaune constitue la superficie de la peau. Donc au-dessous, c'est l'épiderme, le derme et l'hypoderme. D'accord? On est dans la couche coronée ici. Donc la femelle du Sarcops scabiei va creuser un sillon au niveau de la couche coronée de l'épiderme, c'est la couche superficielle de l'épiderme comme vous avez vu dans l'histologie de la peau. D'accord? Elle va émettre des œufs. Chaque œuf va donner lieu en quelques jours à une larve. Et chaque larve a un nymphe. D'accord? Et chaque nymphe va devenir adulte. Donc sur la peau, on aura un accouplement de l'adulte avec une femelle. Donc la femelle féconde va encore creuser un autre sillon sur la peau du patient atteint et le cycle se reproduit. Donc femelle féconde, œuf, larve, nymphe, puis adulte. Un cycle qui va durer de 10 à 20 jours chez l'adulte. L'incubation est de 10 à 20 jours, donc 21 jours. Comme signe fonctionnel, le prurite constitue le motif de consultation chez les patients présentant une gale. Donc on va voir les lésions élémentaires spécifiques de la gale avec une topographie particulière. Donc clinique égale signe fonctionnel, prurite, des lésions élémentaires spécifiques avec une topographie particulière appropriée pour la gale. Commençons par le prurite, c'est le motif de consultation le plus profond. C'est un prurite nocturne, insomniant, familial et ou conjugal, touchant en général la partie antérieure du corps, épargnant en général la face, le cuir chevelu, le cou et le dos. Et c'est un prurite qui est résistant aux différents traitements antihistaminiques, etc. Les lésions élémentaires spécifiques, donc on va individualiser 3 lésions élémentaires spécifiques, les sillons scabieux, les vésicules perlées et les nodules scabieux. Le sillon scabieux est pathognomonique de la gale, il n'est pas systématique, c'est un très fin sinueux,
Donc on va le trouver au niveau des espaces interdigitales, la face antérieure du poignet, d'accord, le pli axillaire et la partie génitale. Les vésicules perlées, c'est des lésions élémentaires avec relief à contenu liquidien clair ne dépassant pas les 10 mm de diamètre, d'accord. Donc c'est les vésicules perlées, la même topographie que le sillon, d'accord, la face antérieure de l'avant-bras, le poignet, d'accord, la face palmaire, le tronc parfois, des vésicules de petite taille, scrotale, la partie génitale. Donc le sillon scabieux constitue ou correspond au trajet, comme on a expliqué tout à l'heure pour le cycle, au trajet de l'acarien femelle, d'accord, féconde. D'accord. Donc passons au troisième signe, aux lésions élémentaires. Les nodules scabieux qui sont des lésions papillonodulaires dépassant 10 mm, donc atteinte de la partie génitale fréquente. En plus de la topographie déjà expliquée, déjà dite, chez la femme, le prurite bilatéral touchant le mamelon et l'aréole mammaire constitue un critère évocateur d'une gale chez la femme. Pour la localisation de la gale, donc une iconographie résumant la localisation. Donc la face antérieure du corps, donc la face postérieure est rarement touchée, le dos épargné, d'accord, les membres inférieurs, la partie postérieure est épargnée. Donc en matière de la face antérieure du corps, le visage est épargné, une atteinte interdigitale, la face antérieure des avant-bras, la partie génitale, les plis axillaires, d'accord, et surtout la région mamelonnaire, aréole, d'accord, chez la femme. Des formes particulières de la gale, donc il faut faire attention par rapport à la gale disons propre. Le patient va se présenter pour un prurite, d'accord, à reproduisance nocturne, résistant, aucune lésion élémentaire spécifique, mais le contexte familial ou conjugal va vous orienter. La gale du nourrisson, en plus des signes précédents, on va avoir chez le nourrisson une éruption vésiculo-pustuleuse, des lésions à contenu clair avec des lésions en relief à contenu liquidien purulent, avec une localisation palmoplantaire. Avec une possibilité d'atteinte du visage chez le nourrisson, il faut faire attention. La gale norvégienne, constituant une érythrodermie, une atteinte étendue, un érythème rouge touchant tout le corps avec des lésions crotteuses, d'accord, touchant en général le patient âgé, d'accord, avec cette desquamation farineuse, dite farineuse, blanchâtre, très évocatrice de la gale chez les patients immunodéprimés, en état d'immunodépression avec un niveau d'hygiène très bas. Évolution guérison en quelques jours, le prurite disparaît dès le premier jour du traitement. Le diagnostic est basé sur des éléments de présomption, la promiscuité, le contact récent, prurite familial ou conjugal, le caractère de prurite déjà expliqué, la topographie particulière de la gale et l'existence des lésions de grattage. La parasitologie, le prélèvement se fait sur les lésions spécifiques, le sillon avec une mise en évidence de l'adulte femelle, les vésicules mises en évidence des œufs ou les nodules mis en évidence du sarcopte scabieux. Le diagnostic différentiel se fait surtout avec la pédiculose du corps, les prurites métaboliques, c'est-à-dire l'autre origine. Le traitement est triple, très important pour vous à retenir les principes de traitement. Le traitement est toujours triple, il ne faut pas oublier de traiter et le malade et son entourage et décontaminer la literie et les vêtements portés depuis une semaine qui peuvent être source d'échecs thérapeutiques et d'infestation d'autres membres de la famille ou de l'entourage. Le traitement de choix est le benzoate de benzyle à 10%. C'est une lotion à utilisation locale. Deux dosages sont disponibles, 10% et 25%. Traitement local, donc d'autres traitements alternatifs. Les mesures générales des infections de la linge et de la literie par plusieurs produits qui sont disponibles. L'Aftiria en poudre constitue le traitement de choix. Et l'ivermectine orale, c'est des comprimés, donc utilisés en cas d'épidémie de gale. Dans une garderie, c'est dans une caserne militaire, lors d'une guerre, etc.
juguler les épidémies. Donc je vous propose cette ordonnance type. L'ascabiol, lotion 25%. QSP, vous voyez ici pour le malade et son entourage. Traitez le malade et son entourage. Si la famille est constituée de 5 personnes, il faut mettre ici QSP de 5 personnes. Donc le premier jour, ça sera une douche de bonne qualité, un brossage, un rinçage de bonne qualité, puis une première application tout le corps, sauf le visage. Après 24 heures, J2, une douche avec rinçage de bonne qualité. Traitement, c'est le traitement du malade et de son entourage. L'aftéria poudre ou talc anti-gale. Donc, mettez la litrée et le linge utilisé depuis une semaine dans un sac oclu pendant 72 heures, puis lavez les vêtements et la literie, le linge à 60 degrés Celsius. Conclusion, il faut penser à la gale devant tout prurit de topographie évocatrice. Et comme diagnostic difficile, il ne faut pas oublier d'évoquer la gale chez les gens propres, un prurit sans lésion spécifique, chez le nourrisson avec l'atteinte palmoplantaire vésiculo-pustuleuse et la gale profuse et crotteuse chez les patients âgés immunodéprimés. Il ne faut pas oublier que la gale est une infection sexuellement transmissible. Donc, il ne faut pas oublier d'évoquer cette modalité de transmission et provoquer un bilan de dépistage des IST chez le patient et son partenaire. On termine notre conférence par l'épédiculose. L'agent responsable où le parasite est appelé pédiculus, dont le nom vernaculaire est le pou. Le pou, ou en arabe, darija, c'est le gmal. Donc, 3 variétés. Le Pédiculus humanus capitis, responsable de la pédiculose du cuir chevelu. Le Pédiculus humanus corporis pour la pédiculose du corps corporel. Et le Phtirius pubis pour la pédiculose pubienne ou génitale. Donc les pédiculoses, l'agent responsable, muni de griffes, donc lui permettant de s'accrocher en général sur les poils du corps. Donc la pédiculose, on va commencer par la pédiculose du cuir chevelu. Donc le cycle est presque le même pour la pédiculose de la tête. Donc l'infestation du cuir chevelu par le pou de la tête donc se fait par le Pédiculus humanus capitis. Les enfants d'âge scolaire, donc est la cible de cette pédiculose et pose un problème d'hygiène scolaire. Donc c'est un motif fréquent de consultation en pédiatrie ou en médecine générale. La transmission est interhumaine, le plus souvent direct ou indirect par le linge et les brosses selon l'espèce considérée. La pédiculose du cuir chevelu est la plus fréquente, donc la catégorie 3 à 11 ans en général, surtout chez les enfants au milieu scolaire. Donc le diagnostic, en général, le motif de consultation est un prurit du cuir chevelu, diffus ou à prédominance rétro-auriculaire, pouvant s'étendre vers la nuque et la partie haute du dos. Si on va examiner l'enfant, on va voir des lésions de grattage du cuir chevelu de la nuque et des lésions crotteuses surinfectées avec une surinfection des fois bactérienne avec une adénopathie inflammatoire. D'accord? Donc on va voir cela, c'est des signes de grattage, discrets de grattage, la rougeur, l'inflammation de la peau, l'érythème, d'accord, de la nuque, la partie postérieure, c'est très évocateur, d'accord. Le diagnostic se fait par la découverte de lentes. Les lentes, c'est les œufs, d'accord, collés aux cheveux, visibles à l'œil nu, d'accord. On va voir les œufs, comme vous voyez ici, c'est des points blanchâtres, blanc grisâtres, d'accord. Sur les cheveux, la même chose, c'est des points, c'est des peaux, c'est ça les peaux, d'accord. Chez l'enfant, les peaux toujours, les lentes. L'inflammation de la nuque, une adénopathie inflammatoire parfois associée. Donc
C'était la pédiculose du cuir chevelu. Donc passons à la pédiculose corporelle, qui est l'infestation du corps par le peau du corps. Donc variété corporis. Donc la particularité de cet acarien est qu'il se nourrit de la peau du malade ou de l'hôte, puis il se réfugie au niveau des tissus, comme vous voyez ici, c'est un pantalon en jean, il se réfugie, d'accord, et il se vit sur les tissus, la literie ou les vêtements. Donc elle touche en général les patients sans domicile fixe vivant dans des conditions extrêmement précaires. Le peau circule sur le corps le temps de se nourrir. Il se réfugie ensuite sur les vêtements. Donc cliniquement, on va avoir un prurite avec des lésions de grattage disséminées sur le tronc, la racine des membres. Et le diagnostic se fait par la découverte des poux en général sur le corps ou sur les vêtements du malade lors de son déshabillage. Donc il faut faire attention lors du déshabillage de ces patients. En général, c'est des patients sans domicile fixe. Donc vous voyez les lésions de grattage sur le tronc. Vous voyez sur cette écharpe, sur le châle, les lentes, d'accord, les œufs du peau corporel. Donc on termine notre troisième partie par l'aphthériage ou le pouls de pubis ou morpion. C'est la pédiculose inguinale, donc l'agent responsable muni de griffes lui permettant de se coller sur les poils génitaux. Diagnostic est un prurite. En général, le motif est un prurite génital. Le diagnostic, un examen attentif pour voir les adultes se forment une petite tache grise en général collée sur les poils génitaux. C'est des petites taches grises, comme vous voyez, d'accord, collées des dizaines de landes ou de peaux génitaux. Donc, on peut avoir une atteinte de la pilosité périanale, axillaire, ainsi que la pilosité pectorale. Donc, une colonisation de la barbe du cuir chevelu est rarissime. Une colonisation des cils est possible, comme chez ce patient-là. Une atteinte pédiculose des cils. Le traitement pour les pédiculoses, les principes de traitement. Donc, il faut toujours traiter les adultes, le malade, par des pédiculicides et le traitement des lentes par des lenticides. D'accord? Traitement des malades. Donc, les armes thérapeutiques, plusieurs moyens thérapeutiques sont disponibles. Plusieurs lenticides et pédiculicides disponibles sur le marché. D'accord? Les organophosphorés, les péritrines, le malation, etc. Les lotions, pour la forme galénique, les lotions sont les plus adaptées. Donc, les crèmes sont disponibles. Les poudres sont réservées pour décontaminer la literie et les vêtements. Les indications pour la pédicule du cuir chevelu, donc un pédiculicide lenticide à appliquer pendant 12 heures sur cheveux secs, à laisser sécher naturellement, pas de sèche-cheveux. Ensuite, passer les cheveux au peigne fin pour l'élandage. Renouveler l'application après 8 jours. On peut également utiliser la poudre Aftilia, une application de 8 à 12 heures à renouveler après 8 jours. Il ne faut pas oublier de raser les cheveux au plus minimum possible. Et il ne faut pas oublier surtout de décontaminer les brosses, les chapeaux, les écharpes, la literie par une poudre anti-poux, donc l'Afteria, avec ou un lavage simple à 60 degrés. Donc décontaminer les brosses, les chapeaux, les écharpes, etc. Rasage chevelu. Donc pour la pédiculose corporelle, donc désinfection de la literie qui est systématique, voire suffisante parfois. On a dit que le pouls sévit va s'accrocher sur le tissu du pantalon jean, comme on a vu, sur la literie. Pour le corps, donc après un savonnage et un rinçage de qualité, application d'un traitement lenticide et pédiculicide pendant 12 à 24 heures.
le rasage est toujours conseillé. La pédiculose pubienne, traitement identique à celle des pédiculoses du cuir chevelu. Le rasage des poils est nécessaire en cas de lente abondante, à des infections des vêtements. Traiter les complications associées. Il ne faut pas oublier que c'est une infection sexuellement transmissible aussi pour la pédiculose pubienne. Donc une pédiculose pubienne chez un patient ou une patiente en pleine activité génitale. Il ne faut pas oublier d'évoquer la modalité sexuelle de transmission, convoquer le partenaire, dépister les infections sexuellement transmissibles et les prendre en charge. La prévention des pédiculoses se fait par l'amélioration des conditions d'hygiène, surtout en milieu scolaire, dépister et traiter les sujets malades, sensibiliser les parents pour la surveillance des enfants. Et je vous remercie pour votre attention.